commence ici même du côté de la scène Discovery avec un sujet, le Future of Work. Et pour m'accompagner, je suis ravi de retrouver Mélanie de Vigan et Jamil Kemal. Bonjour à tous les deux, merci d'être parmi nous. Ravi. Bonjour, ravi. Je salue ceux qui sont ici à nos côtés depuis le carreau du Temple et je salue également celles et ceux qui sont en distanciel et qui nous suivent en direct. Vous allez pouvoir bien sûr réagir avec le hashtag MK. Vous allez pouvoir également vous poser vos questions à l'issue de cette table ronde. Le sujet Future of Work. On va là aussi bien sûr partager les grandes tendances. Avant toute chose et avant bien sûr de vous présenter à tous les deux, je vous propose peut-être d'introduire ce sujet avec quelques éléments de contexte pour comprendre un petit peu les enjeux qui se dessinent au travers de ces enjeux. Le Future of Work, c'est également bien sûr une histoire. En 1906, la France crée pour la première fois le ministère du Travail et cette même année, en 1906, le repos dominical est appliqué. 13 ans plus tard, en 1919, la journée de travail de 8 heures s'applique à tous. C'est en 1950 que le SMIC voit le jour. 8 ans plus tard, l'assurance chômage s'ensuit, vous le savez, les 39 heures, la 5e semaine de congé payé en 82, le passage aux 35 heures en 2000. Selon l'INSEE, la France compte 29,9 millions d'actifs répartis dans les secteurs suivants. 23 millions dans le secteur tertiaire, 3,4 millions dans l'industrie, 2 millions dans la construction et 600 000 dans le secteur agricole. La question est toute simple, je vous la pose. Quel sera le futur du travail? On va parler de télétravail, on va parler d'emploi du futur, on va parler également de pénurie de main-d'œuvre, on va parler de QVT, d'entreprise à mission. Ce sont les sujets que nous allons développer avec vous, Mélanie, avec vous, Jamil. Mélanie de Vigan, vous êtes Head of Portfolio for Digital Workplace and Employee Experience chez Atos. Je vous propose peut-être de nous expliquer un petit peu en quoi consistent vos missions. Oui, bonjour à tous. Je travaille chez Atos, donc société de services en informatique, et mon rôle en fait est de fournir à nos clients des services autour de l'environnement de travail, autour du digital workplace, mais autour aussi de tout ce qui touche à l'expérience des employés au travail. Donc on travaille avec eux pour définir quels sont les services qu'on doit apporter, aussi bien côté IT que côté RH, côté facilities, etc. pour prendre soin, c'est un concept qui est très fort dans ce qu'on fait, prendre soin des employés et les aider à contribuer au succès de leur entreprise. Merci Mélanie. Jamil, je me retourne vers vous. Vous êtes cofondateur et CEO de GoShaba. Je vous laisse pitcher GoShaba. Alors, tout à fait. Donc, GoShaba, c'est une solution qui permet aux organisations d'évaluer les talents des collaborateurs, collaboratrices et candidats, candidates. Alors, je pense que vous avez tous, peut-être dans votre vie, fait des questionnaires de personnalité et vous dites peut-être que ces questionnaires sont questionnables, dans la mesure où on répond un petit peu ce qu'on veut et ils sont assez biaisés et puis ils sont pénibles. Donc, nous, plutôt que faire des questionnaires, on utilise des petits jeux qui s'appuient sur vraiment la pointe des sciences cognitives et ce qui nous permet de mesurer de façon scientifique des choses comme la résilience, l'empathie, la capacité à trouver des solutions innovantes et ce qui nous permet de façon magique plutôt que de se focaliser sur le CV, mais vraiment se focaliser sur le potentiel des gens et donc plus de diversité. Je vous propose de démarrer tous les deux avec un sujet, celui qui nous concerne peut-être toutes et tous ici, celui du télétravail. Depuis 2017, 9770 conventions collectives ont été signées pour mettre en place le télétravail dans les entreprises françaises selon la DARES. Le Covid, vous le savez tous, a été un accélérateur très important du remote pour assurer la survie économique des entreprises. Ce format d'organisation est appliqué aux salariés du secteur tertiaire et aux professions libérales. Ma question est très simple à tous les deux. Quels sont les enjeux du déploiement du télétravail pour les prochaines années? Mélanie, pour vous avez une vision très différente, une vision différente du télétravail, que l'on soit salarié ou employeur, c'est ça? Oui, donc je trouve qu'il y a un phénomène qui est très intéressant en discutant avec beaucoup de clients, c'est de voir que les attentes parfois peuvent être très différentes. En fait, je dirais nous en tant qu'employés, ou peut-être vous tous, c'est vraiment une recherche de la flexibilité en fait. C'est avoir cette possibilité de lancer un lave-linge en plein milieu de la journée, tout comme on va pouvoir aller lire un document le soir si on en a envie. Et alors, il y en a certains qui disent c'est pas le travail qui est hybride, c'est le domicile qui devient hybride. Moi, le conseil me gêne un peu, mais en fait, le concept qui est intéressant derrière, c'est cette volonté que on ne va plus faire sa vie autour de son travail, mais en fait, on va adapter son travail autour de sa vie. Donc, il y a vraiment cette attente du côté des employés. En revanche, du côté des entreprises, je dirais c'est pas toujours le cas. Il y a évidemment un certain nombre d'entreprises qui ont vraiment compris ces attentes des employés et qui vont embrasser cette approche et y répondre. Mais on voit un certain nombre d'entreprises aussi qui voient le télétravail sous un angle complètement différent. Il y a
y en a certains pour qui ça va tout simplement être une opportunité de réduire les coûts des bâtiments, des bureaux. Alors on va chercher à envoyer les gens à la maison parce que comme ça on va pouvoir réduire l'espace, ce qui ne va pas forcément matcher avec ce qu'attendent les employés, parce qu'un employé, il va travailler à la maison, mais quand il va au travail, il va chercher à être avec ses collègues et pouvoir partager. Donc en fait, il faut qu'ils puissent tous venir en même temps au bureau, donc ce n'est pas forcément compatible avec cette idée de réduction. On voit aussi toujours beaucoup d'entreprises qui sont toujours très concernées par ce concept de productivité et la productivité des employés, et comment est-ce que je vais contrôler mes employés quand ils sont à distance pour s'assurer qu'ils travaillent. Et donc, ils vont vraiment chercher à contrôler ce télétravail et non pas à donner du pouvoir. Il y a ce concept de empower en anglais, mais permettre à leurs employés de faire plus, mais vraiment aller les contrôler en disant vous pouvez travailler à la maison, mais c'est tel jour, c'est à tels horaires, c'est comme ça que ça se passe. C'est un mot très fort, le contrôle, derrière. C'est un mot très fort, le contrôle. C'est un mot très fort, le contrôle. C'est un mot très fort, le contrôle. J'ai trouvé très intéressant, c'est Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui, il y a quelques mois, a parlé de ce concept de productivité paranoïa, disant que les entreprises sont devenues paranoïaques par rapport à la productivité, à cette idée de toujours essayer d'avoir les employés qui font plus. Et aujourd'hui, on va en parler plus quand on va parler des technologies, etc. Mais ce concept de productivité, de vraiment produire plus, n'a plus aucun sens. On va beaucoup plus aller chercher la performance, l'engagement et ce type de choses. Jamil, vous, sur ce sujet-là, vous parlez de rapport de force. Pourquoi ? Alors, déjà, je suis totalement d'accord avec ce que dit Mélanie, et je vais compléter. Je pense que ce qu'on a comme vision du télétravail et de ces discussions sont juste un iceberg par rapport à un changement de paradigme profond sur le rapport qui est en train de changer entre les organisations et d'un côté les collaborateurs, collaboratrices et candidats, candidates. Je vois sur 3 angles. Le premier, on le voit, c'est sur l'angle de l'organisation fonctionnelle du travail. Je pense que le télétravail, c'est vraiment un tout petit bout. Si on se pose des questions un petit peu plus globales, prenons les débats qui y a en ce moment sur les retraites. Je vais donner 2 chiffres. En 2005, on avait un tiers de personnes en France de plus de 60 ans. En 2050, pardon, on avait un cinquième. En 2050, ce sera un tiers. On comprend bien qu'avec un tiers de la population de plus de 60 ans, on ne pourra pas organiser l'entreprise de la même façon. On a également un impact organisationnel en fonction des types de personnes qu'on recrute. Alors, on parle beaucoup de diversité. Je pense que la diversité, elle est choisie, elle va être subie. Et de façon parfois extrême. Je vous donne un exemple qu'on évoque assez peu en ce moment, c'est l'immigration. On parle beaucoup de pénurie, et je pense que la pénurie, on peut la voir différemment. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de pénurie, je pense qu'il y a une pénurie de clones. Je pense que si on accepte de changer un petit peu le paradigme et changer les critères, et les candidates, on les trouve. Mais si on se met à s'ouvrir aux personnes qui sont atteintes de handicap, aux personnes qui sont dans des spectres autistiques, la France est un des pays qui recrute le moins d'handicapés, de personnes touchées de handicap et de personnes de spectre autistique, fatalement, on s'organisera différemment. Mais je pense que le rapport de force, il est aussi beaucoup plus fondamental sur le modèle économique des entreprises. Alors un rapport de force entre qui et qui et pourquoi ? Alors un rapport de force entre d'un côté les employeurs et d'autre part les personnes qui sont employées. D'accord. On a l'impression que le rapport de force il est sur la lutte territoriale de locaux. Mais si on se rend compte que demain on aura beaucoup de mal à avoir un engagement de collaborateurs, collaboratrices qui acceptent d'avoir un modèle économique qui détruit la planète, on sera obligé de le changer. Et ça va encore plus loin, parce que lorsqu'on parle de changement de modèle économique, on peut même parler de survie de l'entreprise. On aura l'occasion tout à l'heure de parler d'entreprise à mission. Je vais vous donner 2 exemples qui sans doute poussent la réflexion plus loin sur la survie liée à la mission. Alors, on a tous en tête des sociétés qui gèrent de l'énergie. On pense à Total, par exemple. Mais je pense que Total, c'est pas un bon exemple, dans la mesure où on a un petit peu de temps quand même. Hein. On a beaucoup de temps, mais à l'échelle, on n'est pas 3 ans. Prenons l'exemple de Philip Morris. Philip Morris vend des cigarettes. Philip Morris ne peut plus vendre de cigarettes avec de la fumée, c'est plus possible. Donc si Philip Morris ne change pas sa mission, donc ils sont en train de le changer, ils promettent un monde sans fumée, l'entreprise disparaît. Donc c'est juste quelques exemples pour dire que le rapport de force qui existe entre une vision imposée par le haut, une organisation imposée par les employeurs, va fatalement
se rendre face à une réalité qui est que les collaborateurs, les collaboratrices, les candidats et la société civile vont faire changer tout ce paradigme de façon assez violente. Je vous propose d'avancer tous les deux sur le sujet de la technologie. Quand on parle naturellement de futur du travail, on parle bien sûr de l'entreprise du futur et des métiers de demain. Vous le savez tous, l'IA, la robotique, la réalité virtuelle vont littéralement transformer l'économie et donc les métiers de demain. D'après Pôle emploi, 85% des métiers de 2030 n'existent pas. C'est énorme, hein, 2030 c'est dans 7 ans. C'est un défi majeur pour les entreprises. Va-t-on tous les deux vers une disruption totale de l'économie, de l'organisation des entreprises et donc la façon de travailler? On est sur le future of work. Mélanie, vous parliez justement de cette ubérisation, on en parlait en 2010 sur cette décennie et finalement elle n'a pas lieu selon vous. Alors effectivement, c'est intéressant parce que donc, quand les Uber, etc. ont démarré, il y avait un gros sujet sur l'ubérisation de l'économie. Et donc au-delà de tous les modèles, multi-entreprises, etc., c'était vraiment la partie, on allait tous devenir des freelancers, on allait tous être payés à la tâche et à l'outcome. Au final, on voit qu'il y a eu une évolution finalement qui a été très différente et surtout dans des pays comme la France où finalement on est très très attaché à la protection des personnes et à leur bien-être, je vais dire d'une certaine manière. Et donc on a vu une évolution totalement inverse. Et pour moi, c'est le même phénomène qu'on voit et que j'attends autour de l'évolution des technologies, c'est qu'il y a d'une certaine manière vraiment un recentrage sur l'humain. C'est qu'en fait, je pense qu'on va en parler beaucoup après, c'est la technologie. On ne peut pas parler de technologie aujourd'hui sans parler de ChatGPT. Alors je ne sais pas combien de fois vous allez en entendre parler aujourd'hui, mais je pense beaucoup. Effectivement, ça va complètement transformer la manière dont on travaille parce que le contenu, en fait, ce ne sera plus une problématique. Aller trouver le contenu, aller trouver l'information. Voilà, je ne sais pas si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, dans un an. Mais aujourd'hui, tout le travail que beaucoup d'entre nous font, qui sont vraiment de l'analyse, de comprendre du contenu, etc., même de produire du contenu, ne va plus être un sujet. Donc du coup, on va beaucoup plus s'intéresser à la valeur de ce qu'apporte l'humain. C'est-à-dire la créativité, l'innovation, etc. Pour revenir sur ce que je disais sur le côté de productivité versus performance, il y a vraiment cette idée que on va laisser la productivité pour les robots, on va laisser la productivité pour les machines, c'est elles qui vont produire le contenu, et en fait on va aller chercher de l'humain d'apporter beaucoup plus, encore une fois, la créativité, l'innovation, la réflexion qui est derrière, et donc lui laisser l'espace pour apporter cela. Donc on va libérer d'une part les tâches un peu contraignantes, c'est ça, avec l'automatisation, et puis pour justement apporter de la créativité et de l'expertise. Et l'expertise, exactement. On parle aussi de compétences quand on parle bien sûr des métiers de demain. On est en plein finalement dans votre sujet, dans votre société Gochaba. Comment identifier les compétences du futur? 85% des métiers de demain en 2030 n'existent pas encore pour Pôle emploi. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, je crois que le motto pour tout le monde, c'est « Apprenez à vos enfants à coder ». Oui. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Julia, hein, le créateur français de Siri, qui expliquait que finalement apprendre à coder, c'est pas forcément, apprendre un langage, c'est pas forcément très pertinent. Ce qui est pertinent, c'est comprendre comment fonctionnent les langages informatiques. Hein. Et si on prend cet exemple, on se rend compte en fait que plutôt que parler de compétences spécifiques, hard skills, soft skills, j'aime pas du tout cette expression de soft skills, peut-être que j'expliquerai pourquoi. Peut-être qu'on va se poser des questions sur l'évaluation de 2 types. D'une part, des compétences nécessaires par type de métier, et d'autre part, parce que c'est les compétences. Alors je vais commencer sur un premier exemple. Tout le monde a eu affaire peut-être dans sa vie à les avocats. Pendant longtemps, le rôle des avocats, c'était de supprimer les risques et apprendre de la jurisprudence. On comprend bien que supprimer les risques, aujourd'hui, ce serait contre-productif. Donc le rôle même des avocats et des avocates est en train d'évoluer. Donc la difficulté lorsqu'on veut prévoir des compétences dans un monde qui évolue, elle est très compliquée. Donc nous, ce qu'on préconise chez Gochaba, c'est plutôt que de se focaliser sur nos capacités à interagir avec la complexité sur des fondamentaux qu'on appelle nous les traits cognitifs. Alors ce que j'aime pas dans le terme de soft skills, c'est que c'est un fourre-tout.
Les traits cognitifs, ce sont des traits, donc des compétences cognitives qui permettent, par exemple, de lire les émotions sur un visage, qui permettent d'apprendre des choses complexes, qui permettent de faire des relations entre des éléments qui paraissent dissociés. Et ce sont ces traits cognitifs qui vont nous permettre, au fil du temps, de nous adapter au futur métier. Je pense donc on peut lire des émotions sur visage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, pour comprendre Ouais. Alors, souvent, on a l'impression que ce qui est important, c'est la personnalité. Et un commercial ou une commerciale, on va lui demander peut-être d'être plutôt extraverti ou introverti. Alors moi, je suis un très très grand introverti, par exemple. Pourtant, je suis parmi vous, je suis là, je gère une entreprise, je gère pas mal de personnes. L'introversion et l'extraversion, c'est un trait de personnalité qui a très très peu d'impact sur la performance en entreprise. Ce qui compte, par contre, c'est ma capacité à comprendre ce qui se passe chez vous. Là, vous êtes éveillé, c'est le matin, vous écoutez. Ça, c'est plus important. Et donc ça, c'est une capacité. Et la capacité à lire les émotions, c'est quelque chose qui va vous permettre, dans le monde du travail, mais peut-être aussi dans votre couple ou avec vos enfants, d'anticiper une situation et d'y réagir. Donc ce qu'on appelle ces traits cognitifs, ce sont des éléments qui sont fondamentaux, qui sont constants, et qui vont permettre d'accompagner la transformation beaucoup plus que les compétences. Je crois que certains d'entre vous ici ont essayé de faire des cartographies de compétences ou des référentiels de compétences. Bonne chance. On va poursuivre le sujet sur la pénurie de main-d'œuvre. On en connaît tous, des secteurs qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre, le bâtiment, la santé, service à la personne, ou encore la restauration, et j'ai dû en oublier certains. Comment les entreprises peuvent justement stopper l'hémorragie? Comment les entreprises doivent-elles se positionner pour attirer et enrayer le phénomène de pénurie de main-d'œuvre avec ce qu'on disait, justement, ces métiers de demain que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas? Sur l'attractivité, pour vous, Mélanie, et pour vous aussi, Jamil, il y a naturellement un vrai sujet. On parle de Future of Work. Oui. Oui, effectivement, l'attractivité, c'est un vrai sujet. C'est l'attraction des talents, la rétention des talents et trouver les employés dont on a besoin. Donc, il y a eu tous ces grands discours autour de la grande démission. On parle aussi de tout ce qui est quiet quitting en anglais, avec tous ces employés qui finalement sont là, mais ne sont pas vraiment là. En fait, ils en font le minimum. C'est le minimum pour rester employé, mais sans avoir cet engagement. Et en fait, on se rend compte que même si c'est deux problématiques qui sont assez différentes, et puis on va voir, selon les entreprises, et on discutait tout à l'heure, selon les pays, finalement, ça va aussi être des problématiques qui sont différentes. Juste parce qu'on en parlait, j'expliquais que en France, effectivement, de par la loi du travail, on va être encore plus attaché à ce côté d'engagement de travail, alors que par exemple aux États-Unis, où finalement le marché est beaucoup plus flexible et c'est plus facile de faire partir les gens, la problématique d'attraction et de rétention va être beaucoup plus importante. Mais au final, derrière, c'est la même chose qu'on essaye de... C'est de la même manière qu'on essaye de répondre à ça. C'est vraiment ce concept d'aller prendre soin des employés, de leur apporter ce dont ils ont besoin pour, alors je dirais s'épanouir. Vous avez trouvé que c'est peut-être un mot qui est un peu fort dans le monde du travail, de s'épanouir, mais je pense que ça fait partie du Future of Work et de ce que finalement tout le monde recherche aujourd'hui avec ce concept d'organiser sa vie, son travail autour de sa vie et pas dans l'autre sens. Mais donc pour aller répondre à ça, c'est vraiment aller écouter les employés, les collaborateurs, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur travail, aller leur apporter les outils qu'ils ont besoin. Alors bon, nous on travaille dans l'informatique, donc il va y avoir évidemment beaucoup d'outils informatiques, mais vraiment regarder en fait l'employé, non pas comme un employé, mais comme une personne. Et nous, c'est vraiment le discours qu'on a avec nos clients. Ce ne sont pas juste des employés, ils ont des attentes, des attentes différentes. Et il va falloir comprendre ça. Et il y avait un exemple, alors c'est aux États-Unis, mais qui était très intéressant. C'est une entreprise qui, en fait, a interdit à leurs employés finalement de discuter politique au travail. Et il y a eu une réaction très forte contre ça, parce que encore une fois, on est tous des êtres humains, on a des sujets, et en fait, on vient avec tout ça quand on travaille, et il faut pouvoir s'adapter à cette demande et comprendre quelles sont les attentes. Et c'est-à-dire qu'on va vraiment... Quand l'entreprise fournit des services à son employé, encore une fois, c'est des services informatiques, mais ça peut être tous les services RH, etc.,
c'est vraiment comprendre l'individu et quelles sont les spécificités de l'individu. Pendant très longtemps dans l'entreprise, on a voulu nous mettre dans les watts. Enfin, c'est un peu l'histoire des modèles de compétences. Alors on a tel métier, on est tel grade, on a tel persona, et puis du coup à partir de tout ça, alors on a besoin de A, B et C, et puis c'est comme ça qu'on travaille. La réalité, elle est complètement différente. La réalité, c'est que vraiment chaque individu est unique, a des besoins particuliers, et on va comprendre, parce que bon, la technologie aussi nous le permet aujourd'hui, parce qu'on a un certain nombre d'informations sur les employés, on comprend qui ils sont, on comprend comment ils travaillent, et on va aller se servir de ces données pour individualiser en fait la manière dont on s'adresse aux collaborateurs, la manière dont on lui apporte des services, la manière dont on s'occupe de lui. Jamil, sur le sujet, on a quand même près de 400 000 emplois vacants en France en 2022 pour 2,3 millions de personnes qui sont au chômage. On parle d'attractivité. Alors déjà, je suis totalement d'accord avec ce que Mélanie vient d'évoquer, ce qu'on appelle le care, de façon plus générale. Je pense qu'il y a aussi juste un problème de redéfinition des métiers. On parlait de manque de postes. En France, dans la restauration, c'est 200 000 postes manquants. En fait, c'est pas une question de magie ou une question de paresse. C'est juste qu'on se rend compte que lorsqu'on se demande pourquoi est-ce que ces postes sont vacants, on prend des exemples. Saint-Malo, par exemple, s'est rendu compte que la première cause d'absence d'employés, c'était le logement. Les logements coûtent très cher. Donc si on arrive à fournir une solution de logement aux futurs employés, ils viennent. En restauration, les restaurateurs qui ont changé l'emploi du temps de leurs collaborateurs arrivent à attirer des talents. Donc il y a bien sûr une réflexion à avoir sur le bien-être. Il y a aussi une réflexion fondamentale sur l'organisation même du talent et sur l'offre qu'on fait. Et puis il y a un mot tabou qu'on utilise assez peu, c'est le mot salaire. Et oui. 8 Français sur 10 se disent insatisfaits de leur salaire. C'est un sondage IFOP de 2022. Voilà. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, souvent on entend la jeunesse. Alors, quand on parle de jeunesse, petite parenthèse, les millennials, c'est 75% des personnes qui travaillent en 2025. Oui. Donc, c'est pas demain. Voilà, c'est pas un truc théorique. Alors, souvent, on se dit, c'est extraordinaire. Ce sont des personnes qui veulent faire de l'impact, qui veulent avoir une mission. C'est vrai. Ils veulent aussi vivre de façon décente, avec un salaire décent, dans un logement décent. Oui. Et c'est Maslow, c'est-à-dire que si on commence déjà à apporter des solutions très concrètes de logement, de salaire, et ensuite, comme tu le dis, de bien-être, on y arrivera. Donc je pense que c'est pas que un enjeu de câlinothérapie quand c'est vu de façon extrême. Je pense que le care, c'est un truc fondamental, et donc c'est pas du gadget, mais il y a aussi des enjeux structurels de salaire, d'organisation et de... c'est quand même, somme toute, hyper paradoxal de parler de problèmes d'attractivité alors qu'on n'est pas en période de Pôle emploi. Le chômage baisse en France, mais il a un taux élevé, 7,3% de chômeurs en France. Je laisse peut-être réagir là-dessus. Non, mais après, il y a un vrai sujet sur l'évolution des compétences et des métiers, etc. Donc, l'histoire que tous les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a... je pense que vous le savez tous, mais on ne fait pas un métier aujourd'hui pour l'ensemble de sa carrière. Ça évolue en permanence. Mais donc, ça veut dire aussi que c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les compétences des employés pour évoluer vers des nouveaux salaires. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Oui, tout à l'heure, Mélanie évoquait la notion de productivité. La productivité baisse en France de façon constante depuis de nombreuses années. Elle a vraiment chuté ces 3 dernières années pour une raison, ce sont les alternants et les stagiaires. Mauvaise nouvelle, c'est que les alternants, les stagiaires et les personnes qui vont se former, ce ne sera pas que les jeunes. On est dans une société de ce qu'on appelle upskilling, reskilling, donc de formation continue. Tu évoquais le fait que on va tous changer de poste. Et donc, l'idée de changer constamment de métier, ça va être un acquis. Donc, l'idée de se dire qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, pour moi, c'est une aberration. Je vais donner quelques exemples concrets que je vis au quotidien. Je travaille avec des banques qui ont 2 types de besoins. Alors, je travaille avec beaucoup d'entreprises, mais c'est des exemples assez concrets. Les data scientists, alors c'est un métier difficile, mais en fait, non. Si on cherche des data scientists et qu'on veut les chercher chez Google, alors, j'avais dit que c'était difficile, il se trouve que ça va être de plus en plus simple. Google est en train de supprimer 12 000 postes. Mais par ailleurs, on peut très très bien être data scientist en ayant fait des formations, par exemple, de vulcanologue, de prof de maths, de prof de stats.
Donc l'idée de s'attacher à un diplôme ou une compétence précise pour un poste n'a pas de sens. Je pense qu'on va être amené de plus en plus à accepter de former les futurs collaborateurs. Donc data scientist. Et puis un autre exemple, ce sont par exemple les exemples de conseillers bancaires. Alors conseiller bancaire, bon, en gros c'est un rôle de commercial, c'est un rôle qui a l'air très technique, on a besoin de connaître la législation, etc. Mais il y a un problème d'attractivité. Comment on fait? Eh ben, avec par exemple le Crédit Agricole, ben, on va chercher des personnes qui n'ont jamais fait ce rôle. Il se trouve qu'un des meilleurs salariés commercial de Crédit Agricole en Ile-de-France, c'est un ancien cycliste professionnel qui a eu un accident et qui est en reconversion. S'il était passé par un recrutement classique avec un CV, jamais il aurait été pris. Donc lorsque j'entends qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, encore une fois, c'est parfois vrai sur du court terme, c'est très faux si on prend en compte la formation, et c'est complètement faux si on accepte de changer un petit peu le mode de recrutement, le mode d'évaluation et l'évaluation de la performance. Je vous propose d'aller maintenant. Oui, Mélanie, allez-y. J'allais juste ajouter par rapport à ça. Enfin, bon, un exemple typique, c'est que nous, dans notre métier, on fournit du support aux utilisateurs, c'est un support IT. Et en fait, aujourd'hui, on ne va plus chercher des personnes qui ont des formations IT, on va chercher des personnes qui viennent du monde du service et on les forme à l'IT. Et encore une fois, c'est l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, le contenu, le savoir sur la technologie ou le savoir sur un métier, c'est de l'intelligence artificielle qui va la communiquer, aux employés. Donc, on a plus ce besoin d'avoir des gens formés techniquement de manière intense, ce qui revient au sujet sur la programmation, etc. C'est vraiment plus être capable de s'adapter. On parlait tout à l'heure d'entreprise à mission, je vous propose d'aller sur ce terrain-là. Cette notion d'entreprise à mission qui a été définie en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, cela se traduit par un statut octroyé pour les entreprises qui remplissent des objectifs sociaux et environnementaux. Comment concilier mission et performance économique dans le futur? Quelle sera la mission justement d'une entreprise dans les prochaines années? Mélanie. Je pense qu'il y a effectivement une mission qui devient très différente, puisque alors il y a la performance économique évidemment qui est toujours là, mais au-delà de cette performance économique, il y a vraiment, je reviens au care pour les employés. Comment est-ce qu'on prend soin des employés et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ça? Donc c'est les sujets, comment j'attire les talents, c'est le sujet de, alors on parle des net promoter score, etc. Qualité de vie au travail. C'est est-ce que mes employés sont contents de travailler pour l'entreprise? C'est les sujets, effectivement, on voit de manière très claire aujourd'hui ce besoin des collaborateurs d'être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Et donc comment est-ce que l'entreprise communique sur ces valeurs, mais surtout comment est-ce que dans les faits ça va se prouver et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ça. Donc c'est là une vraie évolution qu'on voit. Oui. Et c'est aussi donner finalement beaucoup de responsabilités à l'entreprise, comme si l'entreprise portait tous les maux, peut-être même de la société. Oui, alors c'est un paradoxe total. Il y a une étude Jean Jaurès qui est parue l'année dernière sur la perception des jeunes sur l'entreprise et ce qu'ils attendent. Et ensuite, leur perception sur leurs attentes personnelles. Alors le paradoxe, c'est qu'on attend que l'entreprise ait une mission et un impact positif sur la société. Ensuite, lorsqu'on leur demande si à titre personnel, ils sont prêts à s'engager, alors c'est paradoxal, il y a uniquement 25% des jeunes qui se disent oui, moi à titre personnel je vais m'engager. Et alors c'est très paradoxal et ça explique peut-être le fait qu'on demande à l'entreprise de s'engager, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi souvent lorsque je suis à un événement, à une soirée, on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la réponse qu'on attend, c'est pas je suis cousin, je suis père, je suis photographe ou je fais du sport. C'est ma fonction et mon entreprise. C'est-à-dire à quel point l'entreprise a un rôle fondamental dans nos vies. Et je pense que c'est pour ça qu'on demande à l'entreprise de répondre à des enjeux sociétaux. L'autre raison, c'est qu'on arrive à, et d'ailleurs c'est aussi une réponse de l'entreprise Jean Jaurès, à des contraintes paradoxales. On a un discours d'impact sociétal avec des modèles qui sont totalement incompatibles. Et donc la deuxième demande des jeunes par rapport à l'entreprise, c'est faites ce que vous dites.
Donc lorsqu'on prône la bienveillance, lorsqu'on prône, alors c'est... Vous parliez de modèle économique incompatible finalement avec les aspérités peut-être sociales, c'est cela? Exactement. En durabilité, on a tous conscience que le monde n'est pas totalement infini. C'est le problème de la croissance infinie, c'est ça finalement, de cet indicateur de mesure qui est le PIB et qui consiste à rajouter chaque année des sous-couches de croissance, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, Mélanie évoquait d'autres types d'indicateurs. Il y a un indicateur, alors je suis désolé, c'est pas Athos, mais qui est l'indicateur de progrès social. Et il y en a d'autres qui existent et justement qui vont au-delà du PIB. Si on réfléchit un petit peu au PIB, on se rend compte qu'un accident de voiture non mortel, c'est plutôt pas mal pour le PIB. Parce que accident de voiture, ça veut dire qu'on va avoir des frais médicaux, on va avoir de l'assurance, le PIB augmente. Et pourtant, on ne crée pas de richesse a priori. Exactement. Ouais. Peut-être juste pour ajouter aussi, pour moi, il y a un exemple qui est pareil, assez paradoxal. C'est, alors on parle beaucoup du bien-être en entreprise, on parle de santé mentale, etc. Et on voit d'un côté une demande à ce que l'entreprise apporte du support sur le côté santé mentale. Enfin voilà, on parle beaucoup des burn-out, etc. et de la responsabilité de l'entreprise là-dedans. Et d'un autre côté, finalement, on a aussi ce besoin de protection de la vie privée où finalement on veut pas laisser l'entreprise voir ce qui se passe et laisser voir. Et enfin aujourd'hui, on a techniquement, il y a énormément de données auxquelles on peut avoir accès qui peuvent donner des indices sur la santé mentale. De voir un employé qui est stressé, qui est pas satisfait, qui est inquiet, etc. On sait le détecter. Mais je ne sais pas parmi vous si vous êtes prêts finalement à accepter que l'entreprise aille détecter ça. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Donc il y a cette ambivalence où d'un côté, oui, on veut que l'entreprise nous apporte, encore une fois, prenne soin, fasse attention à ses employés, mais on n'est pas non plus prêt à la laisser faire. Je vais peut-être en profiter puisqu'il nous reste 7 minutes. Je vais me tourner vers vous. Avez-vous des questions? Il me reste une question de mon côté, mais je préfère effectivement vous donner la parole pour celles et ceux qui nous suivent ici en présentiel depuis le Carreau du Temple, 7e édition de la Madi Keynote, Future of Work. Et je vais peut-être m'équiper et surtout rejoindre notre camarade. Je vais peut-être laisser vous le soin de vous présenter, de vous poser la question. Bonjour, je suis Bastien, je suis un freelance, je travaille en stratégie produit. Vous avez cité freelance une seule fois pour parler d'Uber et de toutes les mauvaises conséquences qu'on a échappé de peu. Par contre, salarié, employé. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu limitant pour le Future of Work de ne parler que de l'évolution du salariat? Jamil, Mélanie. Non mais tout à fait, et on en parlait juste avant de démarrer en fait, que effectivement le Future of Work, enfin le work c'était pas le salariat. Alors on s'est peut-être focalisé dans la discussion qui était ici sur ces sujets-là, mais voilà, il y a le sujet sur aujourd'hui la part des retraités qui font des emplois, il y a la part des freelancers qui est effectivement très importante. Je ne sais pas si Jamil tu veux ajouter. Oui, la stratégie RH aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est une stratégie mixte avec donc des employés, des freelances, ce qu'on appelle maintenant des millens. Ça mélange les deux. Mais vous avez raison, et pour reprendre, pour compléter ce que disait Mélanie, c'est que ça va au-delà des freelances. Je trouve que le débat des retraites est intéressant sur une notion qui est le travail non salarié. Alors c'est mesuré en France, c'est mesuré par l'ONU. En France, c'est 10%. En Italie, le travail non salarié, c'est 20%. Et si on va plus loin et qu'on prend le travail non salarié, non rémunéré, les mouvements féministes nous ont appris par exemple qu'il y a un travail qui existe à la maison qui est non rémunéré. Donc vous avez complètement raison. Future of Work, c'est pas uniquement du travail salarié, et vous avez raison. Est-ce que c'est une solution pour apporter peut-être un peu plus de souplesse pour les entreprises? Enfin, complètement. Oui, il y a encore une fois une vraie attente, je pense. C'est ce côté trouver de la valeur dans ce qu'on fait. Et je pense que trouver de la valeur dans ce qu'on fait, c'est pas uniquement un travail salarié, c'est aussi dans des tâches qui peuvent être non rémunérées. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur aussi, aller apporter une valeur à d'autres clients. Et si je peux juste rajouter un point, dans ma conception, en fait, le fait d'être freelance, c'est aussi le fait d'avoir un emploi. Alors, sans être trop pédant, avoir une entreprise quelque part, sans être trop pédant, c'est Foucault qui avait anticipé la notion d'auto-entrepreneur et qui expliquait que on sera tous à terme
son propre recruteur. Alors on n'y est pas encore, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens qui sortent même d'écoles très prestigieuses ont comme volonté première et comme ambition folle d'intégrer un grand groupe. Quand on regarde aujourd'hui le désir en fait, des personnes qui sont interviewées, il y en a deux. Il y a le fait d'être ancré. Alors ancré dans le territoire, ça veut dire travailler près de chez soi, ancré dans une mission et ensuite maîtriser son temps de travail. Et donc le freelance, en fait, pour moi, c'est une des catégories de travail qui est autogérée. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être à poser à nos deux intervenants? Je vous laisse le soin également de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Julie Bénichou, je développe des équipes et je trouve que c'est souvent ce qui manque dans les débats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On parle beaucoup de développer les individus et tout le monde sait finalement que quand on investit dans une équipe, on a un mouvement qui réduit, qui prône. Il y a des changements qui se passent qui sont... voilà, l'entité de l'équipe, je ne la trouve pas assez présente dans nos débats. Et c'est juste pour vous entendre si vous avez des perspectives là-dessus. Il y en a un qui croit en la force du collectif, ouais. On a beaucoup échangé là-dessus. Alors juste pour reprendre un travail qui a été fait avant nous, Google a fait une étude qui s'appelle l'étude Aristote, qui explique comment la performance est créée avec plein de critères, plein de data. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la psychological safety. En gros, c'est le fait d'avoir une équipe qui est bienveillante, dans laquelle on peut prendre des risques. Le deuxième critère, c'est la conscience que ce que je fais dans mon équipe a un impact sur le reste de l'entreprise. Et le troisième, c'est le fait que mon impact personnel a un impact. Et donc, la conclusion de Google, c'est que les individus ont assez peu d'impact sur la performance générale et que la performance est gérée par le collectif. Et alors, je vais peut-être vous équiper une dernière fois avec le micro pour que tout le monde en profite pour vous écouter. Juste, vous voyez des solutions qui sont proposées, vous en développez, vous voyez que ça vient, parce que moi je trouve qu'il y a une réelle... moi je fais ça, je suis ravie, mais à mon échelle, je trouve que les ventes sont dures à faire pour des évidences comme ça. Ouais, c'est amusant parce qu'il se trouve que depuis 2 mois, je suis en train de discuter avec des gens sur ce sujet de qu'est-ce qu'on apporte comme solution pour l'équipe. Donc effectivement, il y a beaucoup de solutions autour. On parle d'intelligence collective et comment est-ce que... c'est tout ce qui tourne autour de knowledge management, etc. Mais je pense plus concrètement, pour moi, c'est vraiment la petite équipe et comment est-ce qu'on coach. Et je dis petite équipe, c'est pas péjoratif ni rien du tout, mais c'est l'équipe du quotidien, ceux avec qui on travaille tous les jours. Et comment est-ce qu'on coach cette équipe pour travailler ensemble et travailler plus. Donc aujourd'hui, y a énormément de choses qui existent autour du coaching, etc., où effectivement, c'est des choses qu'on essaye de développer, mais très intéressé de creuser plus sur, justement, est-ce qu'il y a des solutions technologiques aussi qu'on peut amener pour aider ces équipes à driver plus. Très rapidement, on va vous donner le micro. Merci. Non, moi, ce qui m'afflige, c'est que ces mots d'intelligence collective, je vois des sites internet de gens qui font finalement des team building en disant on va vous faire jouer au quai pendant 2 heures et après le lendemain, merveilleux. Et je trouve que ça abîme la discipline qui pourrait se faire. Donc il y a des choses super qui existent. Bon, Merci pour votre contribution. Moi, je pensais à Adam Smith, 1776, le point fondateur du libéralisme, la somme des intérêts individuels conduit vers l'intérêt collectif. Et c'est peut-être sur cette formule-là que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir assisté à cette keynote sur le Future of Work, à ce talk, plutôt sur le Future of Work. La suite du programme est dense, vous le savez, puisqu'on est ensemble jusqu'à 18h pour cette 7e édition de la Madi Keynote. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous, Mélanie de Vigan pour Athos. Et merci également à vous, Jamil Kemal, pour Go Shaba. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, bonne journée.